très grand plaisir d'accueillir Jean-Claude Caron et Alexandre Convetti qui va dialoguer avec lui. Et je dirai quelques mots sur Jean-Claude, que je remercie très vivement d'avoir accepté de participer à ces rencontres qui, vous le savez, font venir au sein du centre, théoriquement à la vis, mais ici, donc dans ce café, de grands spécialistes du XIXe siècle qui ont marqué l'histoire du XIXe siècle, qui la marquent encore. Tous ceux qui sont passés continuent à produire, à écrire. Je pense à Michel Perrault, à Alain Corbin, notamment. C'est aussi le cas de Jean-Claude Caron, dont je me suis demandé depuis quand je le connaissais. Et en fait, je n'ai pas retrouvé la date exacte de notre première rencontre. Ça doit être il y a un peu plus d'une trentaine d'années, on ne va pas en rajouter. Mais en tout cas, ce dont je me souviens très bien, c'est qu'avant de le connaître physiquement, je le connaissais par ce premier livre qu'il publia en 1991, au moment où personnellement je terminais ma thèse, et je me souviens de l'avoir lu parce que ça va m'intéresser particulièrement et de l'avoir cité dans ma thèse. Donc c'était sa propre thèse, soutenue je crois en 1989, sous la direction de Maurice Agudon. Et puis, les années passant, Jean-Claude était recruté à Besançon comme maître de conférence, a rédigé une habilitation, comme cela se faisait à l'époque, sous la direction de Christophe Charles, a été candidat, on s'est d'ailleurs croisé à cette occasion, et élu à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, où nous nous sommes parfois retrouvés, d'autant que je ne sais pas si nous sommes frères de sang, je ne pense pas tout de même, mais nous sommes frères de livres. J'utilise cette expression parce qu'un jour, un thésard de Jean-Marie Mailleur, dans ce café ou dans le café voisin, me dit « Nous sommes frères en thèse ». J'avais trouvé l'expression assez jolie. Nous sommes frères en livre, puisque Jean-Claude, qui après avoir publié Génération romantique chez Armand Collin, était resté un auteur très assidu de cette maison d'édition. Et lorsque la question d'agrégation porta sur religion et culture en Europe au XIXe siècle, il prit contact avec Armand Collin et suscita deux autres auteurs, Jean-Claude Dion et moi-même, pour réaliser une des synthèses qui parut parmi d'autres, mais celle-ci, bon, je crois qu'on n'a pas trop à en rougir, elle a d'ailleurs assez bien marché. Malheureusement, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, je n'ai pas retrouvé le volume, il ne doit plus m'en rester, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je n'ai pas retrouvé le volume dans ma bibliothèque, mais il est donc paru en 2002. Et puis, puisqu'on évoque le Centre d'histoire du XIXe siècle, le Centre a été partenaire du double colloque qui a été organisé à l'occasion du bicentenaire de la Restauration à Clermont et à la Maison de la Recherche rue Serpente, qui a donné lieu à ce gros volume très important, Rien appris, rien oublié. Je citerai encore, parmi d'autres, ce petit volume que j'ai retrouvé tout à fait par hasard, je ne sais pas comment il est atterri dans ma bibliothèque, mais 1848, le printemps des peuples, parce qu'évidemment, mais vous en reparlerez, Jean-Claude Caron, c'est le grand spécialiste des mouvements révolutionnaires du XIXe siècle, et j'aime beaucoup aussi le devis du général Foy, que je vous recommande. Alors je vais faire passer tout ça, évidemment ils ont vocation à réintégrer ma bibliothèque à la fin de la soirée. J'aime beaucoup que les livres circulent, mais j'aime aussi pouvoir me dire que je les retrouverai. Merci encore Jean-Claude, et donc je laisse à Alexandre le soin de te présenter encore plus amplement pour cette soirée. Merci de m'offrir l'occasion de discuter un peu plus longuement avec Jean-Claude, que j'ai rencontré moi il y a une dizaine d'années à Clermont-Ferrand lors d'une journée d'études sur les passeurs d'idées politiques au village, journée d'études qui ont été depuis publiées par Julien Bouchet et Comme Simien. Je vais le tutoyer, on va se tutoyer puisqu'on le fait depuis quelque temps, dans les rares occasions où on se croise. Jean-Claude Caron est un enseignant-chercheur total, j'ai envie de dire, puisqu'il a en effet d'une part beaucoup enseigné dans le secondaire, puis à l'université de Besançon et de Clermont-Ferrand, et qu'il a aussi écrit et coécrit, vous l'avez dit, plusieurs manuels universitaires et manuels d'agrégation. Il a d'autre part organisé un nombre incalculable de manifestations scientifiques, dont
qui ont souvent donné lieu à la direction d'ouvrages collectifs, finalement. Certains ont été montrés. Et publié déjà 8 ouvrages personnels, au moins, j'en oublie sans doute, de recherche, on va dire, personnels de recherche, on pourra en revenir. Il a enfin toujours participé, et participe encore très activement, à la vie des associations professionnelles, comme l'association des historiens contemporanistes de l'enseignement supérieur et de la recherche, devenue H2C, la Société d'histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, 2 sociétés desquelles il a été président, ou encore la Société des études romantiques et 19e à la revue de laquelle il est encore au comité de rédaction, non, de la revue encore, et jusqu'à demain. Jusqu'à demain, voilà. Mais il nous prépare un numéro sur les jeunesses, le numéro 3 de l'année 2023. J'aimerais néanmoins ce soir revenir sur un aspect principal de cet enseignant-chercheur total, donc avant tout sur son parcours de recherche, en commençant, comme je crois que cela est devenu un peu l'habitude, j'ai écouté un peu les rencontres précédentes, les podcasts des rencontres précédentes, en commençant par la simple question de savoir pourquoi l'histoire du 19e siècle en particulier. Donc comment, Jean-Claude, as-tu, alors que je crois que rien ne te destinait à devenir un historien du 19e siècle, décidé de consacrer ta vie professionnelle à l'histoire plutôt sociopolitique du 19e siècle, et d'abord à celle des étudiants parisiens sous les monarchies censitaires et sous la Seconde République. Et là, je ne peux pas m'empêcher de poser une question subsidiaire. Est-ce qu'il faut y voir un écho tardif, puisque tu as soutenu en 1989 ta thèse, un écho tardif quand même de mai 1968, puisque tu t'es mis à étudier 2 décennies plus tard les étudiants du quartier latin sous les monarchies censitaires. Alors merci pour cette question, Alexandre. Elle est totalement légitime. Je ne pense pas qu'un historien puisse éviter de se poser la question double que tu as suggérée, à savoir pourquoi faire de l'histoire et pourquoi faire ce type d'histoire thématiquement, chronologiquement, comme tu l'as dit. Mais la réponse est difficile. Parce que soit on fait une réponse un peu superficielle, par exemple on peut évoquer une lecture qu'on aurait eue enfant. Il y a pas mal de livres d'histoire pour enfants qui circulent et qui fait qu'on aurait accroché un personnage, un événement, etc. J'ai lu ce genre d'ouvrage, parmi d'autres, quand j'étais enfant, mais je ne crois pas que la réponse soit là. On pourra aussi évoquer la rencontre avec un enseignant, un peu charismatique, qui fait que c'était un prof d'histoire, que tu as accroché avec lui et que du coup, il y aurait quelque chose qui se serait éveillé. J'en ai pas rencontré. Dès comme ça. Ça dit du mal de notre profession. Non, j'étais tout à fait compétent, là n'est pas la question, mais pas au point d'avoir, je sais pas, une espèce de charisme tel qu'ils appelleraient, comme certains l'ont dit parfois, il y a un prof qui a changé ma vie parce que je me suis orienté vers ça grâce à lui. Non. Je croirais plus peut-être à des considérations de généalogie familiale. Ce que je veux dire par là, c'est que la parole circule dans une famille. J'appartiens à une génération qui a eu la chance de connaître ses grands-parents, ses grands-oncles, ses grands-tantes, qui étaient nés au XIXe siècle, à l'extrême fin du XIXe siècle, mais au XIXe siècle, et qui avaient tous été des acteurs, y compris les femmes, de la Première Guerre mondiale. Ils en parlaient non pas d'un point de vue nationaliste, patriotique, revanchard, mais plutôt sur le thème de la douleur de la chose. Il y a même le mythe familial que des centaines de milliers de familles ont partagé du frère qui n'est pas revenu, voilà, celui qui est mort et qui n'est pas revenu de la guerre. Et il y avait malgré tout une connotation, je dirais, plus historique dans leurs propos, sans savoir qu'ils faisaient forcément de l'histoire, parce qu'ils avaient conscience d'avoir partagé un moment de l'histoire, un moment qu'ils ne voulaient pas revivre. Je suis persuadé, sans avoir jamais parlé avec eux, qu'ils aient été munichois dans le sang. Jamais plus ça. Je pense que c'était quand même là le topo. Et puis avec quelques petites choses qui m'avaient vraiment touché à l'époque, à savoir que l'un de mes grands-pères était trop jeune pour faire la guerre de 14-18, mais avait participé à l'armée d'occupation en Allemagne.
en 1919-1920. Et il en était revenu avec un sentiment assez pacifiste. Ça ne l'a pas empêché de faire carrière dans la police, mais la guerre, non. Bon. Et puis l'autre grand-père, qui, même s'il n'était pas mon grand-père biologique, était le seul que j'ai connu, avait lui fait la guerre de 14-18, mais dans l'autre camp. Parce qu'il était polonais, sujet galicien, et donc autrichien, et avait fait la guerre de 14-18 dans l'armée d'Autriche, puis dans l'armée polonaise contre la Russie bolchevique. Ayant été fait prisonnier, il avait été ensuite très durement traité dans un camp soviétique, avant de répondre à l'appel de la France, qui très généreusement lui offrait de venir travailler au fond des mines. Voilà, donc tout ça dit comme ça, j'essaye de me persuader que c'est quelque chose qui a compté pour moi, dans le déclenchement d'un intérêt pour l'histoire. Mais je n'en suis toujours pas sûr, parce que je pense que là, je fais aussi un gros travail de reconstruction, à la fois généalogique, mémorielle, et que ce sont mes lectures postérieures qui m'ont fait faire cette réflexion. Ça ne veut pas dire que ce soit faux, entre guillemets, hein, je veux dire par là, mais je relativise peut-être ces choses-là. Bon. Très sincèrement, si on voulait aller plus au fond de la question, il faudrait aller dans l'intime, ce qui n'est pas le cas ici. À savoir que je ne pense pas qu'un historien ou une historienne ait un rapport au temps, à la finitude, à la dilatation du temps ou à la contraction du temps qui soit tout à fait le même que celui des autres. Je suis intimement persuadé que le rapport au temps de l'historien ou de l'historienne est assez symptomatique. Je répète que c'est un symptôme d'une certaine manière. Et à la mémoire. Bon. Et au passé. Voilà. Bon. Tout ce que je peux dire pour essayer de répondre vaguement à ta question, sans me livrer à une analyse sauvage qui ne serait pas de saison ici. Pourquoi le 19e siècle et les étudiants au départ? Alors là, je peux toujours évoquer encore une chose à laquelle je ne crois pas forcément, mais allons-y quand même, le hasard. C'est pratique le hasard parce qu'en fait, quand on ne sait pas trop quoi dire, c'est le hasard. Mais le hasard fait que quand j'ai dû choisir un sujet de maîtrise, c'était il y a très longtemps, j'ai hésité entre la Révolution française et le 19e siècle. La chaire de la Révolution française à l'époque était vacante. J'ai donc été du côté du 19e siècle. C'était un enseignant à l'ancienne, un parfait libéral qui s'appelait Louis Girard, qui tenait alors la chaire d'histoire du 19e siècle à ce qui était à l'époque Paris IV. Et donc j'ai atterri chez lui, je dirais, par défaut, mais c'est pas vraiment par défaut parce que c'était en fait un choix tout à fait possible. Et j'ajoute aussi une chose, c'est que je suis venu à l'histoire et au 19e siècle par la littérature. Je suis toujours un lecteur de Balzac, de Stendhal, de Flaubert, de George Sand, etc., etc. Et la littérature a été pour moi aussi un vecteur, quelque chose qui m'a amené à l'histoire. Je pense qu'à un moment donné, j'ai hésité aussi entre des études de littérature et des études d'histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien aussi être partie prenante des activités de la Société des études romantiques et 19e, qui sont plutôt des littéraires, mais en fait, on y trouve aussi des historiens de l'art, on y trouve des musicologues, on y trouve des historiens, etc., parce qu'ils ont justement un propos qui est assez pluridisciplinaire et que je trouve assez intéressant par rapport à ça. Voilà, et donc après les choses se sont enchaînées. J'ai eu la chance, et je dis encore un mot parce que c'est un nom que je voudrais de ne pas avoir prononcé. Louis Girard était le professeur en titre qui était censé diriger ma maîtrise, mais on a dû se voir au début, on s'est vu à la fin, vaguement à des séminaires de temps en temps, qui n'avaient pas ni l'ampleur ni la régularité de ce que sont les séminaires aujourd'hui, parce que c'était plus libre d'une certaine façon, mais il avait un adjoint, et cet adjoint s'appelait Rémi Gosset. Tous les 19e de ma génération le connaissent. C'était l'antithèse absolue de Louis Girard, c'est-à-dire quelqu'un qui était à gauche toute, mais vraiment à gauche très toute, quoi. Je veux dire, c'était quelqu'un qui avait l'âme un peu complotiste, qui avait une passion pour la politique de l'ombre, qui racontait des anecdotes à n'en plus finir sur ce qu'il avait fait au congrès de la jeunesse en Yougoslavie en 1948, etc. Enfin, toutes choses invérifiables, mais certainement vraies, mais qui avait un avantage extraordinaire, et il connaissait
les archives du 19e siècle, des mouvements révolutionnaires, sur le bout des doigts. C'est lui qui a été la cheville ouvrière de la publication des 12 volumes de la collection Edis de textes des années 1830, 48, 51 environ, qui sont des textes aujourd'hui assez rares. Et ces volumes, je le signale d'ailleurs aux étudiants, sont en ligne maintenant. On peut les consulter en ligne. Donc il y a toutes les sociétés républicaines, socialistes, etc., de l'époque, dont il a trouvé les textes, sont maintenant en ligne. Et donc lui m'a pris par la main, je dirais presque au sens propre, m'a emmené aux archives nationales qui à l'époque étaient encore dans Paris Intramuros, et là m'a piloté dans le dédale des archives où je serais certainement encore si il ne m'avait pas montré la marche à suivre. Donc pour moi, ça a été une personnalité qui a beaucoup compté dans l'apprentissage des archives, et je dirais plus le goût de l'archive. Le goût de l'archive, le goût du papier d'archive. C'est quelque chose qu'il m'a transmis et dont je lui suis vraiment redevable. Et dernière question de ce premier cycle de questions sur les étudiants. Est-ce qu'il y a un lien avec 1968 ou pas? J'avais fait une maîtrise sur la Société des Amis du Peuple. C'est une société républicaine où est passé tout le gratin républicain, y compris des futurs 48ards, des gens qui ont eu des positions après de pouvoir dans la République de 48. Et en sortant de là, je voulais continuer, après avoir passé le CAPES, par un DEA. J'ai changé d'université. Je suis passé de Paris 4 à Paris 1. Quand je me suis inscrit à Paris 4, je dois dire à ma grande honte que j'ignorais l'existence de Paris 1. Je suis arrivé devant la Sorbonne, sur le conseil de mon prof d'histoire, qui m'a dit si vous voulez faire de l'histoire, il faut aller à la Sorbonne. Le premier appariteur que j'ai venu, je lui ai dit c'est où pour s'inscrire, cher monsieur, en histoire? C'était un gars de Paris 4, il m'a dit vous allez dans le couloir là-bas, et c'est là. Bon. Et un an ou deux après, je me suis dit tiens, mais au fait, il y a une autre fac aussi, où on fait de l'histoire qui est Paris 1. Je n'avais pas du tout compris ça, et donc après, je suis passé, non pas là encore pour des questions, surtout pour des questions de suivi. Je voulais faire un DEA avec Maurice Aguelon. Je n'en avais aucune idée quant au sujet, j'avais bien quelques suggestions, et après avoir échangé avec lui quand même malgré tout sur ce qui pourrait faire un sujet de thèse, il m'a dit écoutez, vu que vous aimez plutôt l'histoire politique et sociale, avec une dimension générationnelle, pourquoi pas les étudiants de Paris, etc. Donc ça a été un sujet auquel j'ai adhéré assez rapidement, et qui m'a donné pas mal de fil à retordre parce que je me suis lancé là dans une recherche d'un autre type d'archives, les archives académiques en quelque sorte, qui étaient dans un état de conservation assez déplorable. Des registres d'inscription d'étudiants, ça ne se garde pas forcément. Donc beaucoup avaient disparu. Heureusement, il y a des fiches individuelles que j'ai pu retrouver quand même d'inscription, y compris celle de Balzac. Alors évidemment, quand on retrouve la fiche d'inscription individuelle de Balzac à la fac de droit, là, vu de l'extérieur, les gens qui m'entendent, ils doivent se dire on ne va pas l'embêter parce qu'il est un peu bizarre, monsieur, mais c'est vrai que c'est un moment, un vrai moment de bonheur, d'une certaine façon. Voilà. Et puis donc j'ai fait cette thèse qui a été soutenue en 1989, comme tu l'as rappelé, qui a été publiée chez Armand Collin en 1991. Un mot sur l'édition de Armand Collin. C'était l'époque où Armand Collin était une boîte d'édition à l'ancienne, où il y avait du monde. Il y avait un personnel abondant. Il y avait un plateau entier. Aujourd'hui, je vous recommande de rentrer chez un éditeur, même connu, vous allez voir comment on fonctionne. Il y a quasiment très peu de personnes. C'est devenu tout à fait autre chose. Et ils ont été très bien, vraiment. Deuxième série de questions, plutôt sur le choix de la violence, puisque au fond la violence depuis ta thèse, déjà la participation des étudiants aux sociétés secrètes, mais surtout aux révolutions de 1830 ou de février 48, mais encore plus à partir de ton habilitation dirigée des recherches, dont le titre est « À l'école de la violence, châtiment et sévices de l'institution scolaire au XIXe siècle », titre, entre parenthèses, qui me fait penser quand même à Michel Foucault. Donc là aussi, c'est peut-être une question subsidiaire. Mais depuis, en tout cas, de cette habilitation à diriger les recherches, jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais laissons un peu de côté les derniers ouvrages, mais jusqu'au livre qui a été montré sur la guerre civile, Frères de sang.
en passant, je le rappelle, par un livre sur les révoltes antifiscales en 1841, dans le Massif central et dans le sud-ouest de la France plutôt, et un autre livre sur les incendies volontaires, pendant tout le 19e siècle, un long 19e siècle, incendies criminels, mais incendies aussi politiques, et il y a des longs chapitres sur la commune, évidemment, qui me fait penser aussi au livre d'Éric Fournier, qui date à peu près de la même période. Donc 5 livres, 4 ou 5 livres sur la violence, toutes les formes de la violence au 19e siècle. Et j'ai le sentiment, mais tu me contrediras sans doute, qu'il y a quand même une progression dans ces livres d'une histoire sociopolitique affirmée à une histoire sociopolitique davantage ouverte à l'histoire des représentations, à l'histoire des émotions, à l'histoire culturelle. Est-ce que c'est une projection de ma part qui veut faire coïncider ton parcours avec, au fond, ce qui a été les forces, les dynamiques historiographiques les plus fortes des années 90 et 2000? Et d'autres questions? Non, je les poserai tout à l'heure, sinon c'est trop de questions. Alors, là encore, pour répondre à ta question, il y a 2 niveaux de réponse possibles. Un auquel je vais rester, qui sera plutôt en surface, et l'autre un peu plus profond, qui est un goût pour toutes ces formes de violence, ça cache quelque chose. Je t'interromps une seconde, parce que tu as parlé quand même de la douleur de la Première Guerre mondiale, et tu as parlé du deuil, bon, oui. J'ai l'impression. Voilà. Là, si on fait de la psychologie de comptoir, c'est le lieu. C'est bon ça. En fait, il n'y avait pas de projet au départ. Il n'y avait pas de projet de continuité, je dirais, dans les thèmes au départ. Mais c'est vrai que si je regarde rétrospectivement, je suis bien obligé de considérer qu'il y a une forme d'approche plus ou moins historique, sociologique, voire anthropologique des violences, avec peut-être le souci qui n'était pas aussi clair que ça au départ, d'abolir les frontières entre ce qui serait, par exemple, violence politique d'un côté, et violence, que je vais qualifier, pour prendre un adjectif plus contemporain, sociétale de l'autre. En gros, faire une barricade et tirer ou être tué d'un côté, et puis les châtiments corporels, ou bien mettre le feu à la ferme du voisin parce que son bétail a empiété, etc., ce ne serait pas la même chose. Moi, je postule qu'il est peut-être important et intéressant de faire un bloc commun des formes de violence pour montrer en quoi elles témoignent d'un type de société qui n'est peut-être pas si éloigné que ça de nous aujourd'hui, ou c'est nous qui ne sommes peut-être pas aussi éloignés que cela d'aujourd'hui. On a été extrêmement surpris avec les Gilets jaunes de voir des formes de violence qui ont été qualifiées précisément d'anachroniques parfois. On a voulu les condamner au nom d'un anachronisme en quelque sorte actionnel, si je puis dire, par rapport à ça. Bon, mon propos, sans qu'il soit, encore une fois, linéaire au départ et perçu comme quelque chose qui allait comme autant de cailloux qui se suivaient comme ça, était quand même une espèce de démonstration pour témoigner des formes de violence persistantes dans une société qu'on aurait tendance parfois à survendre comme entrant dans un process de civilisation un peu à la Norbert Elias, tu vois. C'est-à-dire, au fond, on entre dans une société qui se pacifie, dans une société où la violence est dénoncée, et celle de la commune a été l'acmé précisément qui a donné lieu à dénonciation d'une violence verbale, physique évidemment, inouïe par rapport à cet événement-là. Donc, en fait, c'était un petit peu ça le sujet, d'une certaine manière, montrer que ces violences font la société dont elles sont l'émanation et ne la résument pas, mais sont aussi productrices de discours. J'étais, évidemment, le livre sur les violences dans l'institution scolaire. J'ai eu des retours étonnants de gens de ma génération ou de la génération d'avant qui m'ont dit, mais nous on a connu ça. On a connu les violences physiques et on a connu les agressions sexuelles. Donc, je veux dire, et c'était des gens qui étaient, malgré tout, je précise, en plein XXe siècle. Je ne remonte pas à mon époque à moi, si je puis dire, enfin celle sur laquelle je travaille. Bon. Donc ça veut dire que là, on a touché aussi, alors c'est pas du tout un invariant malgré tout, mais on voit bien, cependant, que ça parle encore, ce type de sujet, en se méfiant, malgré tout, de projeter sur notre période les pratiques qui étaient celles de l'époque sur laquelle j'ai travaillé, en gros, le cœur du XIXe siècle, le XIXe siècle central. Mais la naissance d'un discours
la naissance d'un discours qui tend à sacraliser le corps de l'enfant, c'est quelque chose qui obéit tout à fait à ce qu'on peut encore lire jusqu'à nos jours, jusqu'à la fameuse circulaire Ségolène Royal, qui a été une étape importante justement dans le signalement des violences qui étaient faites, soit en milieu familial, soit évidemment en milieu scolaire. Mais dans ma génération, le contact physique de l'enseignant avec l'enseigné était, assez régulier. J'en ai été pas seulement le témoin, mais aussi le sujet. Le sujet assez agité pour avoir parfois droit à des, correctifs physiques. Mais vraiment physiques. Bon, voilà. Alors est-ce que c'est ça qui fait que je m'y suis intéressé? Tu ne m'auras pas sur ce plan-là. N'essaye même pas. Mais voilà. Alors ensuite, pour répondre un petit peu plus aussi à ta question, je vais ressortir le fait du hasard. En fait, en travaillant sur l'archive, il arrive assez souvent qu'on tombe sur des dossiers qui n'ont rien à voir avec le sujet sur lequel on travaille. Et on se dit ça un jour, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Ben, c'est comme ça qu'un jour, tu trouves une archive que tu mets de côté, tu gardes la cote précieusement, et tu y reviens, et tu creuses, et tu tires la pelote, si je puis dire, le fil de la pelote, et tu construis un autre sujet. Et ça s'est un petit peu fait comme ça aussi pour les feux de la discorde, qui était une étude de l'incendie criminel, aussi bien l'incendie criminel politique que l'incendie criminel rural, par exemple, la vengeance, etc. etc. Bon. Et puis c'était le cas pour ceux qui ont suivi également, avec toujours l'idée qu'on trouve comme ça une espèce de fil conducteur malgré tout, où un dossier renvoie à un autre. Donc, est-ce que tous ces livres sur la violence, tu as cité Norbert Elias, le procès de civilisation, qui ne s'applique pas exactement à cette question, mais est-ce que tu vois, toi, justement, un processus, un procès, une évolution au cours du XIXe siècle? Est-ce qu'il y a une pacification? Si oui, ça concerne... est-ce que ça concerne toute la société? Est-ce que ça concerne certaines classes sociales? Est-ce que ça concerne certains sujets? Parce que tu parlais des violences scolaires qui arrivent jusqu'à bien avancé le XXe siècle. Les violences sexuelles, je pense qu'on y est encore. Mais peut-être que des violences politiques, tu disais le gilet jaune, ça scandalise, ou la commune même, ça scandalise. Est-ce que donc ça veut dire qu'il y a eu un procès sur les violences politiques au XIXe siècle? Sur les violences sociétales, c'est un peu compliqué, parce que les repères qu'on a, ce sont essentiellement des textes qui montrent qu'on ne peut plus faire des choses qui avant étaient faisables. Mais tout de suite, le propos devient politique. Pourquoi? Parce que pour l'école de la violence, par exemple, les violences contre les enfants sont un angle d'attaque inouï entre écoles privées religieuses et écoles publiques ou privées non religieuses. C'est-à-dire que dans l'école qui n'est pas encore laïque au sens où l'on l'entendra au moment de Ferry, attaquer l'école d'en face par le biais des violences physiques et sexuelles contre les enfants, dès qu'un prêtre, dès qu'un membre d'un ordre enseignant est pris, si je puis dire, sur le fait, ça devient tout de suite un miroir grossissant parce qu'il y a un angle d'attaque qui est prévu là. Et c'est la même chose en sens inverse. Mais ça ne nous renseigne pas fondamentalement sur les seuils de tolérance. Il y a des seuils de tolérance dont on voit effectivement qu'ils ont tendance, malgré tout, à s'abaisser en ce qui concerne les violences commises contre les enfants. Il y a bien un processus de sacralisation du corps de l'enfant, sauf que ce qui est peut-être de plus en plus vrai au niveau de l'école laisse beaucoup à désirer, malgré toutes les lois que l'on veut, d'échéance de l'autorité pour le père, etc., concernant le milieu familial. Le milieu familial, on a encore des grandes réticences à faire pénétrer la loi, je dirais, jusque dans l'intérieur du foyer, quoi. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à faire, admettre ce genre de choses. Donc, il y a le discours d'un côté, et puis il y a le fait de l'autre. Je rappelle que dans le grand dictionnaire Larousse du XIXe siècle, le mot pédophilie figure, 2 points, amour des enfants, sans qu'il n'y ait aucune connotation péjorativo-sexuelle, etc., etc.
c'est le sens purement étymologique. Il faudra du temps avant que ce mot prenne le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Bon, c'est assez tardif, le discours. Et sur les violences politiques, alors, du coup, j'ajoute une question, parce que tu as aussi beaucoup travaillé sur ce qu'on pourrait appeler les moments de crise, ou les révolutions, ou ce qui t'amènerait peut-être aussi à une histoire discontinue. Tu as, je crois, aussi dirigé un livre avec une collègue sur les années terribles depuis la Révolution française jusqu'à la Première Guerre mondiale, il me semble. Oui. Donc tu as aussi cette entrée par des conjonctures critiques très particulières qui peut-être donnent à voir des choses qu'on ne pourrait pas voir en temps normal. Donc comment tu penses les deux choses en même temps, un procès ou pas continu et des moments qui rompent ce procès? J'ai une formation, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, qui est plutôt fondée sur une approche d'une histoire assez traditionnelle, sociopolitique, moins anthropologique, même si je m'y suis quand même frotté, et moins culturelle, par exemple. Ce qui veut dire par là, c'est que mon matériau de travail principal, pour répondre à ta question, ça a été l'archive. L'archive ne dit pas la même chose que les textes imprimés, parce que l'archive policière, l'archive judiciaire, elle a tendance quand même malgré tout toujours un peu à simplifier. On est, quand on passe devant le juge ou devant le policier, quand on a été pris la main dans le sac parce qu'on montait une barricade ou parce qu'on avait un fusil dans les mains ou de la poudre sur les doigts, on est là dans un rapport extrêmement difficile pour essayer de sauver sa peau. Donc moi, si je travaille là-dessus, sur l'archive, je vais avoir tendance à dire le propos dominant du juge, du policier, ça va être une condamnation radicale. Même s'ils ne sont pas dupes du fait qu'il faut faire le tri entre le menu fretin et puis les vrais insurgés, les vrais révolutionnaires, etc., etc. Maintenant, si je prends la presse, j'aurai pas tout à fait la même chose, suivant la couleur du journal, suivant la couleur de la presse. Si je prends la presse militante, les feuilles volantes, les choses comme ça, j'aurai encore autre chose. Donc ce que j'essaye de dire maladroitement, c'est que le discours sur la violence politique est quand même très largement porté par celui qui le tient en fonction de l'idéologie à laquelle il se rattache. Donc avoir un discours commun là-dessus, après on peut toujours constater les choses. Après la Commune de Paris, 1871, il n'y aura plus de mouvement de même ampleur collective qu'on a eu depuis la Révolution française. Ça a été l'objet d'un grand débat justement au moment où il a fallu célébrer la Révolution française. Est-ce que c'était la grande révolution avec toutes les autres qui découlaient comme des petites sœurs en quelque sorte? Mais on est bien obligé de constater que dans ce créneau-là, on a un ensemble effectivement qui fait corps et qu'après, on n'aura plus ce genre de choses. La révolution, les formes de violence politique vont prendre d'autres aspects. Ce ne sera plus en tout cas les mouvements collectifs de la même en France. En France, ce ne sera plus évidemment du même ordre. Donc, je ne peux que constater ça et me dire que ça devient à ce moment-là une violence révolutionnaire en mots, parfois en actes, parfois en terrorisme, comme on disait à l'époque. John Merriman, notre regretté collègue américain, a travaillé dans ce qui a été pratiquement son dernier livre sur ce sujet-là. Mais on n'a plus la même ampleur que cela. On n'a plus la manifestation de rue tend à se discipliner, comme l'a montré Vincent Robert, comme l'ont montré d'autres personnes, d'autres historiens. Je vois que je vérifie le temps. Il faut toujours vérifier le temps. Oui, en tant qu'historien. Oui. Je passe à la dernière série de questions sur tes 3 derniers livres, au fond, oui. Qui expriment une conversion, je trouve. L'historiographie, une conversion à la biographie. Oui. Ça va être une question d'âge, sûrement. Donc d'abord celle du général Foy, oui. Général d'Empire, puis député libéral, même martyr presque, érigé en martyr de la cause libérale, même s'il est mort de sa maladie. Et voilà. Ensuite Simon Deutz, je ne sais pas comment on prononce, Deutz, qui est le délateur de la duchesse du Berry après en 1832.
Et enfin de Vincent Van Gogh, en tout cas de ses lettres, de sa prise de plume, et non pas de pinceau. Donc trois figures plus ou moins célèbres. Je pense que vous connaissez très bien certaines d'entre elles, mais pas toutes, plus ou moins oubliées aussi, oui. Mais qui t'ont permis de reparcourir l'ensemble du siècle, d'ailleurs de manière chronologique, puisque les figures citées sont dans l'ordre de la parution de tes 3 derniers livres. Et c'est aussi un moyen... Oui, je te remercie parce que je ne l'avais pas remarqué. C'est vrai ? Non, je suis tout à fait sérieux, je ne l'avais pas remarqué. Et l'autre chose, c'est qu'elles t'ont permis aussi de reparcourir certaines violences du siècle, parce que les 3 sont au cœur de violences de nature très différente sur lesquelles je te laisserai revenir. Donc la question toute simple est celle de la raison de cette conversion à la biographie. Tu as dit l'âge en rigolant, mais peut-être que c'est un peu vrai aussi, mais c'est un genre historiographique qui a énormément évolué. Non, mais c'est un genre justement qui s'est rajeuni, j'ai envie de dire. Oui. Le genre historiographique, la biographie depuis quelques décennies. Donc faut-il y voir plutôt la nécessité de donner de la chair à l'histoire et de ne pas segmenter la vie des femmes et des hommes du passé, puisque les sources judiciaires dont tu parlais tout à l'heure, qu'on connaît bien, celles des procès notamment des inculpés d'insurrection, prennent une figure pendant quelques mois, et après on n'arrive pas à la suivre. Donc est-ce que c'est pas une lassitude pour une histoire parfois sans nom aussi, et une histoire sans itinéraire? Est-ce que ça te permet de parcourir sur le dos de ces figures le siècle? Comment dire, je voudrais bien avoir une construction intellectuelle aussi grandiose que celle que tu viens de faire, mais une fois de plus, et c'est la 3e et dernière, je vais te ressortir le coup du hasard. 3 livres d'affilée. Encore plus fort donc, le coup du hasard. Le triple hasard. Non, pour le premier, sur le général Foy, je suis tombé par hasard sur un volume qui s'appelle Notes journalières du général Foy, imprimé à 30 exemplaires, que j'ai acquis. Et, comme la période m'intéresse, puisqu'il tient en gros son journal dans les années 1815-1825, un petit peu moins d'ailleurs, peu importe, je l'ai lu, et j'ai vu dans ces notes journalières un homme qui, avec une franchise rare, se met relativement à nu, aussi bien dans sa vie politique, disant évidemment des choses qu'il n'aurait jamais dites en public, et en même temps évoquant sa vie familiale, sous tous ses aspects. Donc on a là un témoignage d'un notable qui a une longue carrière derrière lui, mais quelques soucis malgré tout, parce que avoir été général d'Empire, puis s'être rallié pendant la deuxième les 100 jours à Napoléon, ça ne vaut pas que, évidemment, des félicitations de la part du régime qui a succédé. Donc on a là un outil, et il y a 3 volumes en fait que j'ai retrouvé, donc j'ai les 3 volumes, qui sont une source pour moi, je trouve, tout à fait intéressante, qui donne un accès rare à ce personnage. Et à partir de là, je me suis lancé dans une enquête. Essayons d'en trouver davantage. Est-ce que le général Foy avait des descendants ? Il y a quelque chose qui s'appelait encore l'annuaire, il a beau être électronique, c'est encore l'annuaire. Il y a des fois à Paris, oui, pas tant que ça. Tu prends ton téléphone et tu appelles tous les fois de Paris. Et évidemment, à un moment donné, comme dans les meilleurs films, ah oui, effectivement, je suis bien descendant du général Foy, mais je ne connais pas grand-chose sur lui. Alors là, bon, voilà. En revanche, mon cousin, machin, lui, il sait tout. Et donc, comme ça, tu remontes le fil, qui te mène à des fausses pistes, à des vraies pistes, et puis à un moment donné on te fait miroiter que tu vas accéder à des sources, et au dernier moment c'est ah ben non, finalement on ne vous les donne pas. Bon, pourquoi tu sais pas, sauf que tu les vois en vente à Drouot 1 mois plus tard, et là tu sais pourquoi. J'ai été à Drouot en me disant je vais essayer de voir si je peux les acheter. Bon, je suis reparti vite fait parce que, comment dire, je ne savais pas qu'il y avait des fous furieux qui étaient prêts à mettre des sommes importantes sur des lots d'archives pour les conserver par-devers eux. J'ai essayé de voir un contact avec les gens qui avaient acheté ces archives, hein, mais ils ne voulaient pas. Enfin, c'est la jouissance du plaisir
personnel, quoi. Enfin, bon, voilà. Mais j'ai quand même trouvé malgré tout pas mal d'archives, y compris d'autres textes de foi un peu partout, comme ça, en glanant, d'où l'idée que tout ça pourrait donner lieu à une biographie. Maintenant, plus sérieusement, si tant est que ça ne soit pas sérieux, la collecte des archives. Mais plus sérieusement, je trouve fascinant les gens qui sont nés dans les années 1760-70 et qui sont, pour une vie normale, arrivés jusqu'aux années 1840-50. Ce qui n'a pas été son cas, il est mort en 1925. Mais il y a là, en permanence pour ces gens, une prise de position à prendre. Il faut décider. Décider vite, à quoi on se rallie, qu'est-ce qu'on fait, etc. etc. Faut avoir parfaitement compris que si on a de l'ambition sociale, dans les années 1791-92, il faut s'engager dans l'armée. Ça, il a tout à fait intégré. Et ça va lui porter chance. Et puis après, il fera comme ça toute une sorte de choix, contraint la plupart du temps. Il a été en prison parce que considéré comme girondin. Comme on dit, pour beaucoup de cas, s'il n'y avait pas eu le 9 Thermidor, sa carrière se serait arrêtée définitivement, etc., etc. Donc là, on a un notable qui vient d'un milieu pas populaire, ni bourgeois, entre les deux, et qui va gravir les étapes comme ça de, j'en dirais, d'une ambition sociale assez balsacienne, d'une certaine façon, jusqu'à avoir un niveau de fortune relativement important, et étant assez ami avec les Casimir Perrier, les Jacques Lafitte, les barons de Rothschild, etc., etc. Donc, tu vois, c'est ce parcours-là, cette trajectoire-là qui m'intéresse, et l'engagement politique qui est le sien, libéral sous la Restauration, l'appellation officielle, c'est extrême gauche. Bon, donc, la Chambre des députés, bien entendu, extrême gauche. Donc, et il y a plein d'épisodes comme ça qui sont assez intéressants. Pour Simon Deutz, expliquer un peu plus parce qu'il est moins connu que. Alors, Simon Deutz, c'est plus le deuxième couteau. Foix, c'est le second couteau de l'histoire, même s'il a eu un enterrement absolument extraordinaire, 100 000 personnes, etc. Emmanuel Furex en a parlé notamment dans sa thèse, mais bon. Simon Deutz, c'est autre chose. Simon Deutz, c'est autre chose, mais non. C'est des choix. C'est des choix. Qu'est-ce qu'on fait à un moment donné ? Fils du grand rabbin, nommé par Napoléon, comment dire, soucieux d'ambition sociale. Je suis très Adeline Domar. Adeline Domar, c'est une historienne qui était à mon jury de thèse, qui a conçu beaucoup de ses recherches autour de l'idée d'ascension sociale, d'ambition sociale. Je ferme la parenthèse. Et qui s'est dit, voilà, si je veux m'élever dans cette société qui refuse les juifs, bien qu'il n'y ait plus de discrimination légale, il faut que je me convertisse. Il va se convertir. Effectivement, il y a une forme d'ambition et d'ascension sociale. Et puis, pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps de décrire là, il va, comment dire, jouer le jeu de l'orléanisme et trahir la duchesse de Berry qui avait échoué à soulever le peuple contre Louis-Philippe. Donc je vais très vite parce que il y a c'est trop complexe d'une certaine manière, et redevenir juif parce qu'il se reconvertit au judaïsme, mais de toute façon, quand bien même ne l'aurait-il pas fait, il serait redevenu juif aux yeux du monde entier. Victor Hugo le premier, qui écrivent des phrases assassines sur ce traître qui ne pouvait être que juif, ou ce juif qui ne pouvait être que traître. Donc là, on a une sorte de exacerbation de l'antisémitisme qui prend des formes et une force, et je pèse mes mots, qui n'est pas sans rappeler ce qui se passera quelques décennies plus tard au temps de l'affaire Dreyfus. Aux grandes dames de la communauté juive, évidemment, qui ne sait plus quoi faire de cet homme. Et donc on va exfiltrer avec le concours de Thiers et de Louis-Philippe à la Nouvelle-Orléans. Là, normalement, bon. C'est d'ailleurs le repère de tout ce que la France compte de gens pas très recommandables. La Nouvelle-Orléans, il faut mieux sortir très armé. Voilà. Alors Van Gogh, là, je ne sais même pas quoi te dire.
Un gros personnel? Même pas. Non, j'aime bien, hein, je veux dire, voilà. Je ne sais pas te dire si quand même. Par hasard, je lui dis que je ne le ferai plus, je suis tombé sur un site qui s'appelle Van Gogh Letters. Van Gogh Letters est un site qui a mis en ligne toute la correspondance de Van Gogh, active et passive, un peu plus de 900 lettres. C'est un travail éditorial, je pèse mes mots, qui est... Il n'y a pas d'adjectif pour désigner la qualité du travail qui a été fait. C'est incroyable. Ils ont fait une version papier, 6 volumes, format livre d'art. Toutes les lettres sont reproduites, traduites en français. Il y a une version anglaise également. Tous les ouvrages que mentionne Van Gogh, car c'est un grand lecteur, sont mentionnés. On nous donne la référence. Tous les tableaux qu'il cite sont reproduits. Et tous les dessins qu'il fait, qui accompagnent parfois ces lettres, sont reproduits également. Sur le site internet, c'est à la puissance 10. Parce que là, on abonde en texte de toute nature, mais surtout, on peut faire de l'hypertexte en interrogeant n'importe quel terme qui te renvoie à toutes les lettres où figure ce terme. Et ça marche. Je dis ça par rapport à des sites qui font la même chose, mais où ça bug pas mal. Là, ça marche. C'est une Rolls. C'est le Rolls du site internet pour travailler sur la correspondance de Van Gogh. Et là, ce qui m'a intéressé, c'était pas de faire évidemment la énième biographie de Van Gogh. On ne pourrait pas tenir dans ce qui est ici le nombre de biographies qu'a de Van Gogh. Enfin, c'est invraisemblable. Mais en revanche, ce que j'ai voulu, c'est interroger par thème sa correspondance politique, sociale, femme, amour, religion, spiritualité, littérature. Je vous montre 3 ou 4 chapitres sur Van Gogh lecteur et Van Gogh peintre de livres, car il y a une quinzaine, peut-être même une vingtaine de toiles de Van Gogh sur lesquelles figurent des livres, dont parfois le titre est indiqué. Et donc là, on a vraiment quelque chose. J'ai reconstitué, par exemple, grâce à ça, j'ai fait un tableau XL, de toutes les lectures de Van Gogh. Alors, toutes les lectures, je m'entends. Qu'il cite comme ayant lu. Maintenant, est-ce qu'il en a lu une page, 10 pages, ou de la totalité du livre? Difficile à dire. Mais c'est un gros lecteur. Voilà. Donc, l'idée, c'était plutôt ça, d'essayer de thématiser en quelque sorte le regard pour montrer quel était l'homme, Van Gogh, derrière le peintre Van Gogh, si on peut le dire de manière un peu facile comme ça. J'ajoute une dernière chose. Pour moi, c'est un écrivain. C'est un écrivain. Pourtant, il n'a produit qu'un type de texte, des lettres, mais c'est un écrivain. D'une part, parce qu'il a une langue française très personnelle, qui est celle d'un non-francophone de naissance, mais il se force, à partir d'une certaine date, à écrire uniquement en français, avec... Alors, il y a eu des études qui ont été faites sur la langue de Van Gogh, c'est absolument fascinant, parce qu'on a tout remarqué sur son usage des tirets, des accents, enfin, etc., etc. Bon. Mais en même temps, il a un goût prodigieux pour la figure de style, la métaphore, toutes les formes que tu veux de la langue, qui rendent son style, il y a un style Van Gogh, pour moi, c'est, je dis oui, c'est pas seulement un épistolier, c'est un écrivain. Voilà. Je finirai par une dernière question si j'ai le temps. Je ne sais pas si j'ai le temps. Je crois que j'ai 5 minutes. On a 5 minutes. Puisque tu parles de hasard, où est-ce que va te conduire le hasard maintenant? Est-ce qu'il y a déjà un projet de nouvelle enquête ou pas du tout et tu ne peux pas me répondre que c'est une nouvelle biographie, parce que là, sinon, j'y crois plus au hasard. Non, il n'y a pas vraiment de projet parce que, comment dire, ce que tu as eu la gentillesse de ne pas me faire remarquer, c'est que le dernier ouvrage, par exemple, celui sur Van Gogh, c'est moins vrai pour celui d'avant où j'ai dû me déplacer pas mal, aller jusqu'à Nantes parce que les archives qui m'intéressaient pour la Nouvelle-Orléans sont à Nantes, etc. Mais je ne me sens plus l'envie et ou la force de manier des dizaines de cartons d'archives. Et donc Van Gogh,
c'est en ligne, voilà. Et donc, si sujet il devait y avoir, ce serait plutôt un sujet qui serait lié à une disponibilité de sources depuis chez moi, ou sans avoir besoin d'aller battre la campagne, ce que j'ai fait pendant quelques décennies avec grand plaisir, mais toute chose a une fin. Donc on verra bien, mais pour l'instant, pour ne pas répondre à ta question, je dirais, je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup. Donc je crois que maintenant la parole est au public. Voilà. Il doit y avoir des questions, des remarques, des Le curiosités. principe de ces échanges, c'est que à la fin, l'auditoire est invité à poser des questions, s'il le souhaite. Auquel je m'engage à répondre. Si ça peut briser. Oui. Je voulais revenir, tu as utilisé l'expression Parle bien fort parce que c'est drôle. Tu as utilisé l'expression d'enseignant-chercheur total. Et alors je voudrais souligner deux petites choses. Pour moi, qui ai été thésarde, avant d'être professeur, Comme tous. c'était les manuels. Parce que tu as écrit des livres qui sont très novateurs. Et je pense en particulier à ton livre sur violence pédagogique et violence sexuelle. On ne peut pas rappeler la date de la publication. 94 de mémoire, non 1994 Aucune idée. Mais c'est très lourd, en fait. C'est vraiment un livre. Ah non, 99. Et je trouve que ça mérite vraiment d'être souligné. C'est des choses qu'on s'est mis à travailler 30 ans après, quoi. Donc c'est vraiment un livre qui est très, très novateur. Et en même temps, tu as écrit des manuels, et c'est vraiment un autre type de production pour l'enseignant-chercheur, des manuels qui sont extrêmement précieux. Je pense au manuel sur la France première moitié du 19e siècle, ou le manuel sur nation, nationalisme. C'est vraiment des livres, très très importants, à la fois pour les étudiants et aussi pour les enseignants qui avaient des cours à préparer. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et puis je me disais aussi que tu disais finalement, moi j'ai eu une manière de faire de l'histoire un peu traditionnelle, à partir des archives, pas très culturelles, mais au fond, dans ta production, on retrouve toute cette inspiration de l'histoire des sensibilités, et en particulier sur les violences pédagogiques, violences sexuelles, la question des seuils de tolérance, parce que ton livre, il a, de ce point de vue-là, un réel apport sur le tournant des années 1860 que tu mets en évidence. Et au fond, à travers ton approche que tu dirais un petit peu traditionnelle par les archives, tu as rejoint les grands questionnements et les grands concepts, je dirais, de l'histoire des sensibilités. Alors, merci pour ta question, Anne-Emmanuelle, mais les manuels, en fait, non seulement je ne renie rien, entre guillemets, si je tentais que je vais renier quelque chose, mais en fait, ils ont une histoire qui est très simple. C'est que, entre le moment où j'ai soutenu la thèse et celle où je suis rentré à l'université, il s'est écoulé un certain temps. Où j'étais enseignant dans le secondaire, à plein temps. Et où j'avais vraiment pas le temps de faire de la recherche approfondie, ayant en plus une famille assez nombreuse à élever, etc., comme tout un chacun, si je puis dire. Le manuel, c'était une façon de garder un pied aussi dans la recherche, et je dis ça sans rire, comme une forme de formation continue, parce que du coup, ça me contraignait à lire des ouvrages parus dont je tirais un paragraphe, une page, 3 lignes parfois, mais qui me permettaient d'abonder dans ce qui serait un manuel. J'ai beaucoup lu d'ouvrages comme ça pour préparer ces manuels, et je peux dire que ça a été un vrai plaisir, en même temps qu'une nécessité. Comme quoi les deux peuvent être liés. Mais ce que tu dis sur l'école de la violence me fait sourire, parce que figure-toi qu'à ta gauche, tu as 2 membres
qui était partie prenante du jury devant lequel j'ai soutenu cette habilitation, à savoir Christophe, qui était mon garant. Je ne sais pas si on disait déjà ça à l'époque, d'ailleurs, garant. On n'avait peut-être pas encore inventé le mot. Et Philippe, qui était dans le jury. Donc, ça me reporte évidemment en arrière. Eux aussi, c'est ça qui me console, d'une certaine façon. Mais voilà, c'était un clin d'œil que je referme. Est-ce que je peux ajouter un point sur les manuels? C'est très bien de faire des manuels après la thèse. Oui. Et pas nécessairement avant. Oui. Je dis ça pour les doctorants qui sont... Alors, j'ajoute, pour encourager également les futurs enseignants que vous serez, que c'est les seuls livres qui m'ont rapporté les droits d'auteur. Alors, ça peut être un élément, hein, et je veux dire, au vu des salaires qu'en tant qu'enseignant vous risquez de toucher, il ne faut pas hésiter à faire des manuels, ça peut être un petit supplément de traitement. Il y a d'autres questions? Oui. Et Michel Foucault, alors, parce que l'amorce a été faite, mais tu n'as pas saisi la balle au but, si je puis dire. Dans tous ces travaux qui ont été les tiens, autour de la place de la violence, au cœur, en quelque sorte, de la société des institutions, Michel Foucault. Ouais. J'allais dire, pour des gens de ma génération, tu ne peux pas passer à côté. Bon, donc je l'ai lu, utilisé, cité, dans les limites de ce que ça pouvait m'apporter. C'est, je vais dire, des banalités. Ce qu'il a écrit est souvent d'une intelligence incontestable. Mais pour l'utiliser en tant qu'historien, je me suis heurté aussi à un vrai problème. À savoir que, alors, ça vaut ce que ça vaut dans la démonstration, hein, mais les notes de bas de page et Foucault, ça fait 2. Donc, tu es face à un livre qui est assez, ou des livres qui sont assez peu référencés, du moins ceux qui m'ont intéressé, le Surveiller et punir par exemple, des choses comme ça, qui sont très intuitifs, beaucoup nourris de lectures, qui ne sont pas forcément cités, et si tu n'es pas toi-même au fait, bah, tu ne vois pas trop forcément d'où ça vient, hein, tout ça, et parfois avec une lecture, je dirais, à charge de l'archive, mais jamais à décharge. Or, dans l'enseignement méthodologique qui a été le mien, on m'a toujours appris à faire une lecture en partie double de l'archive, c'est-à-dire ne jamais faire une lecture en plein seulement, mais aussi une lecture en creux, et de voir à peu près ce qu'il en ressort. Le seul vrai et fondamental reproche que je peux faire à l'histoire écrite par Foucault, c'est qu'il prend, et uniquement, ce qui l'intéresse dans la démonstration. Le reste, il met de côté. Et c'est pas très difficile de démonter la démonstration de Foucault si on en a envie. Parce qu'on peut trouver une masse de sources qui vont démentir son propos. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne sais pas. Mais il y a eu comme ça des controverses, comme tu le sais, qui ont été extrêmement violentes. Bon. À propos justement de Foucault. Et ayant eu Maurice Agulon comme directeur de thèse, qui a participé à la fameuse rencontre dont Michel Perrault ensuite a dirigé la publication avec Michel Foucault, on voit bien que là, quand tu relis, c'est même pas des verbatims, c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas, je ne sais pas s'il existe un enregistrement je ne pense pas qu'à l'époque on ait pensé à le faire, et c'est vraiment dommage parce que ça aurait été très très intéressant de voir. C'est un dialogue de sourds, j'appelle ça une sorte de dialogue de sourds d'une certaine façon. On ne peut pas se comprendre et s'entendre. Je peux te dénoncer, Philippe? Oui. Philippe, lors de la soutenance justement sur l'école de la violence, m'a dit à un moment donné, entre Maurice Agulon et Michel Foucault, il faut choisir. Mais, donc je ne t'ai pas dénoncé. Et effectivement, ben, c'est délicat ce genre de choix, parce que, voilà. Est-ce que vous pourrez expliciter? Non, mais vas-y. Revenir sur, oui, c'est un des moments forts de cette habilitation. sur la querelle Agulon-Foucault, elle porte sur les bagnards. Donc, comme vous le savez, une description absolument magnifique, baroque, de la chaîne des bagnards, de la décrire du que Foucault reprend à son usage
et en fait extraordinairement littérature. Et puis il y a Maurice Aiguillon qui explique que le wagon cellulaire, ça évite quand même beaucoup de fatigue au bagnard, qui n'a plus à aller à pied dans la ville de Brest ou faire les chevaux, que ça respecte bien davantage cette dignité, et que d'autre part, il y voit, c'est là où on va dire, je sais pas ce qu'il faut dire, le débat, il y voit un progrès de la raison, et ce progrès de la civilisation qui a été au cœur de la discussion que vous avez eue tout à l'heure. Et là, on a, entre Foucault et Aguillon, un problème de fond qui est de savoir s'il y a un sens du 19e siècle. Et ma question était un peu la provocation aussi, mais les soutenances seraient fait pour ça. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il était très difficile d'entendre l'un avec l'autre. Je me souviens quand même d'une discussion avec Maurice Aiguillon, car Maurice Aiguillon se présente au Collège de France et Foucault y est déjà. Et il fait ce qu'on appelle sa visite. Et il m'a expliqué qu'il avait très peur de Foucault, d'autant qu'ils étaient de la même promotion de la revue 46, qui est une promotion assez étonnante. Et Foucault ne revient pas sur la question et va soutenir Aguillon. Mais bon, la conciliation intellectuelle entre un 19e siècle qui serait en quelque sorte orienté vers un progrès de la raison et de la civilisation et la position philosophique, et en effet, je vais ce que vient de dire Jean-Claude, d'un Foucault qui ne veut pas admettre cette orientation vers le progrès, et qui va d'ailleurs rebondir en milieu historique lors de l'apparition du village des cannibales de Corbin. On a un sursaut de violence en 1870 avant la Commune qui repose cette question du processus de civilisation. Il me semble que c'est un des problèmes les plus considérables que doivent affronter les guinéistes, surtout que cette question de la violence s'est aussi reportée sur l'histoire coloniale de la France aujourd'hui. Et tout ça, c'était déjà dans le travail de notre 99. Non, mais juste un tout petit complément. Dans le même débat, il y avait un historien de la médecine à l'époque, qui était Jacques Léonard. Et Jacques Léonard était un personnage assez remarquable sur son approche de l'histoire de la médecine, et où là encore, entre Michel Foucault et lui, il y avait un écart absolument marquant et marqué sur le rôle de la médecine précisément et des médecins par rapport à le sens de ce 19e siècle du progrès. Et une incompatibilité de point de vue là, qui était radicalement opposée. Voilà, mais je ferme la parenthèse. Une dernière question, remarque? Une voix jeune. Ah si. En fait, les doctorants, ils attendent le champagne. Je suis pas une voix jeune. Ça dépend par rapport à qui, mais bon. Oui, c'est relatif, évidemment. Comment est-ce qu'on... Tu as un peu répondu, mais j'aimerais en savoir au fond un peu plus, parce que c'est le dernier livre paru. C'est un livre un peu intriguant, même si il est dans une chaîne biographique, ce Van Gogh. Comment, en historien, au-delà, disons, des sources et de leur accessibilité relativement facile dont tu as parlé, dans une édition remarquable qui est celle de ces lettres, comment on en arrive en tant qu'historien à aller chasser sur les terres de l'historien d'art? Ce qui m'intéresse, parce que je suis un peu symétrique. Dois-je comprendre que c'est une attaque basse pardon. Genre, je défends mon précaré. Non, pas du tout. Je suis pas du tout dans Non, je te provoque. D'ailleurs, je n'ai jamais été. Je te provoque. Mais non, c'est une vraie question. C'est une question d'épistémologie. C'est aussi une question En fait, de domaine. La réponse est relativement simple. Je suis un assez gros lecteur de correspondance.
et par exemple la correspondance de George Sand ou d'autres, je cite celle-là parce que c'est une des plus importantes. Et j'ai lu, alors vraiment, si je dis que c'est un de mes livres de chevet, mais la correspondance de Van Gogh, avant qu'elle connaisse cette édition-là, il y en avait bien d'autres qui avaient eu lieu, il y en a des dizaines qui ont été faites, plus ou moins fiables, plutôt moins que plus pour beaucoup d'entre elles, avec des passages expurgés, etc., etc. Et donc c'est un livre que je lis depuis longtemps, pour des raisons, là encore, qui n'étaient pas très bonnes au bout du compte, parce que j'étais tombé dans le piège d'Antonin Artaud, à savoir Van Gogh, le suicidé de la société. Donc lecture lacrymale au possible, sortez les violons. Évidemment, Artaud se projetait comme étant le nouveau Van Gogh que la société poussait au suicide, et je faisais moi-même cette lecture, comment dire, trop simple, simpliste, facile, etc., d'un Van Gogh étant le pauvre paria de la société en quelque sorte. Donc, mais ce livre m'attirait pour ça précisément, parce que j'y voyais, je ne sais pas comment dire, ce personnage-là avec lequel maintenant j'ai totalement rompu, parce que je ne le vois plus du tout de la même façon. Ce mouvement de balancier d'ailleurs est tout à fait intéressant. La dernière énorme biographie écrite par 2 chercheurs américains sur Van Gogh, qui fait 1400 pages sans les notes, qui étant trop importantes pour être imprimées sur Internet. Sinon, c'est pas 1400 pages, mais ça aurait été 2800 à peu près. Hein. Donc, on renverse complètement la vapeur pour faire de Van Gogh, avec son frère Théo, une espèce de business plan qui est en train de monter sa petite affaire et qui fait en quelque sorte monter la cote en espérant qu'un jour ce soit le bingo, quoi. Donc il y a même des chercheurs en France qui à mon avis ont poussé le bouchon encore plus loin dans cette affaire, dans ce collègue d'origine hollandaise dont le nom m'échappe mais qui a une position institutionnelle à Auvers-sur-Oise et qui a écrit un livre carrément sur cette affaire-là. Voilà, donc je sais, ça ne répond pas forcément à ta question, mais le goût de la correspondance, le goût des lettres, qui sont une source à part, et qui méritent, à mon avis, d'être utilisées quand on peut le faire comme on l'a fait. Je rêve d'une correspondance en ligne. Alors, il y en a d'autres qui ont été faites, Flaubert par exemple, mais je ne sais pas si George Sand ça a été fait, si ça a été mis en ligne, je ne suis pas sûr. Là, ce serait un travail absolument génial. On va s'arrêter là, en te remerciant. C'est moi. Jean-Claude. On ne s'arrête pas, on continue. Oui, on continue de notre côté. Merci.